Salut à tous et bienvenue pour un nouveau top retour sur La Belle et le Clochard. Je suis pas super emballé, si vous le remarquez, parce que ça fait partie de ces films, comme je sais pas, Vaiana, où j'ai le sentiment d'avoir été clair sur ce que je pensais en bien et en mal du film. J'ai été assez équitable, je pense, sur les points positifs à dire et les points négatifs. Et c'est pas vraiment ce genre de film sur lesquels je voulais faire un top retour. C'est-à-dire, vous m'auriez demandé quel film je voudrais traiter en top retour, celui-là serait dans la liste des derniers. Et ça me pose dans une petite contrariété où je sais pas exactement sur quoi je devrais revenir, les bons ou les mauvais points, parce que ouais, j'ai été équitable à ce niveau-là, quoi. Je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à plus insister sur les mauvais points que sur les bons points. C'est pour ça qu'en général, quand j'ai mis moins de 12 à un film, ça veut dire que j'ai été très souvent plus négatif que positif. On est assez d'accord là-dessus, vous l'avez remarqué sans doute, mais quand je suis autour de 12 et 14, très souvent c'est entre les deux, hein, vous voyez. Donc là, c'est le cas. J'ai été clairement entre les deux, donc qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai essayé de trouver un moyen de rendre ça un peu sympathique à faire pour moi. Et j'ai décidé de goulûment repomper le concept de Link the Sun avec ses 50-50. Wouh! Si vous connaissez pas, je fais le topo rapide, hein, au cas où vous suiviez ma chaîne et pas la sienne, ce qui serait surprenant, mais si on l'avait, c'est possible. Le truc du 50-50 à la fin de vidéo, c'est que il regroupe pour lui 5 bons points et 5 mauvais points, et il fait une petite liste d'importance. Et après, c'est un petit peu ce qui lui fera avoir son appréciation du film, etc. Bon, je vais aller droit au but, faire juste la liste des 5 meilleurs points et des 5 moins bons points du film, sachant qu'il y a plus de meilleurs points et plus de mauvais points du film pour moi, mais je n'avais pas envie de m'étendre non plus à fond à ce niveau-là. On va juste se contenter d'en prendre 5 de chaque, c'est déjà beaucoup. Je vais faire ça et vous donner donc l'ordre d'importance de ces bons et de ces mauvais points pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que je pense de ci ou ça, quel ordre d'importance je donne à ci ou ça, de façon à ce que ce soit clair et net, et ça me fera quelque chose d'un petit peu particulier, hein, entre guillemets, puisque c'est du repompage de Link the Sun clairement, mais au moins ça changera un peu de ce que je fais d'habitude, et ça me donnera l'impression de faire quelque chose qui digne d'intérêt à titre personnel, parce que voilà, revenir seulement sur les bons points ou les mauvais points de ce film, ça m'aurait paru un peu fade. Là, faire ça, cette espèce de compromis, c'est ce qui passe le mieux pour moi. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur une scène sur laquelle on a un petit peu repris, la scène de la fourrière qui apparemment en a ému énormément. Moi, je vous cache pas que ça m'a fait ni chaud ni froid et ça a rien changé le fait que vous l'ayez dit en commentaire que ça vous a ému personnellement. Et je pense que ça aurait pu m'émouvoir à titre personnel si on n'avait pas fait de ces chiens des stéréotypes après. Des petits stéréotypes ratio à la con rapide. Peut-être que ça aurait mieux marché, mais sur le coup, je vous cache pas que ça m'a pas particulièrement impacté. Enfant, ça m'avait jamais impacté. Adulte, ça m'a pas impacté. Ça m'a pas impacté. Mais si ça vous a impacté, si ça vous a ému, bah à nouveau, je rappelle que tout ceci, tout ce que je fais, ce n'est qu'une impression personnelle, une fois de plus. Si vous n'avez pas ressenti les choses comme moi, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, on se lance tout de suite en avant pour le top 10 des meilleurs et des pires points de La Belle et le Clochard. On ne sait jamais quand on le voit. Numéro 10, 2 intrigues qui se suivent sans lien. Oui, vous attendez pas à une présentation aussi poussée que celle de Link the Sun non plus, hein. Je suis loin d'être quelqu'un d'aussi doué avec l'informatique que lui. Je sais pas très bien présenter ça. J'espère que le petit code couleur que je vous ferai vous suffira. Mais voilà, je suis pas doué pour faire beaucoup mieux que ça. En tout cas, je suis pas super fan de la façon dont ils ont géré la double intrigue qu'ils ont mise en place, parce qu'il y a 2 intrigues typiques. La première intrigue, c'est Lady qui a peur que le petit bébé la remplace dans le cœur de Darling et Jim Sherry, et la seconde, c'est la relation amoureuse entre Lady et le clochard. Et c'est pas mauvais quand on les prend à part comme ça, mais dans un sens, je trouve ça dommage que ça a été fait quasiment à peu de choses près, sans vrai lien. Je veux dire, la première intrigue, ça permet de présenter le personnage du clochard, et c'est cool, mais en dehors de ça, il n'y a pas de grand lien, c'est juste, elle accepte son rôle, et puis la vie continue, et on crée quelque chose de totalement différent par rapport à sa relation avec
Avec le clochard, bien entendu, on fait rapidement référence au bébé à un moment donné, histoire de dire quand même on n'a pas oublié, hein. On est bien d'accord par rapport à ça, mais il n'y a pas une grande fluidité dans la façon dont on passe de l'un à l'autre. Et j'ai le sentiment que pour ce qu'a apporté l'intrigue autour du bébé, je redis un peu ce que j'ai dit dans ma critique, on aurait pu la raccourcir celle-là, montrer juste que Lady s'attache au bébé et sans en faire tout un foin comme on l'a fait dans la première partie du film. Je trouve que ça aurait été plus intéressant de faire comme ça et de davantage développer la seconde partie. Je trouve que la gestion de ces deux intrigues en termes de temporalité et de fluidité aurait pu être mieux faite que ça, et c'est un petit souci que j'ai. C'est pas non plus énorme parce que, je le redis, ça reste quand même assez efficace l'une comme l'autre, mais voilà, un film c'est un tout, et la cohésion du tout est un peu gênante par rapport à ça de mon point de vue. Numéro 9, le style visuel, à quelques petits détails près. Oui, j'aime beaucoup le style visuel recherché, non pas que c'est en termes de dessin particulièrement plus joli qu'un autre film Disney, mais la façon dont c'est montré, dont on montre les plans du film est très intéressante parce qu'on suit vraiment ça du point de vue de ces animaux, mais totalement. C'est-à-dire qu'on ne se centre pas sur les humains, quoi. On voit ce monde d'après les yeux des animaux. Ce qui accorde un côté un peu plus intime pour le spectateur à ces personnages de chiens et d'autres animaux, parce que, voilà, on est dans le monde de ces animaux à quatre pattes, un peu plus petits que nous, et c'est très sympathique, quoi. Les différents plans qui sont montrés sont clairement faits pour dire, voilà, c'est les chiens qui nous intéressent, les humains font partie du décor entre guillemets, parce que bon c'est quand même plus important que ça pour eux, mais ça fait partie vraiment de leur point de vue, comment ils perçoivent ça. Et je trouve ça très sympathique, ça démarque beaucoup ce film. Il y a malheureusement 2-3 petits bémols par rapport à ça, et qui gênent un tout petit peu ce style, sans le casser complètement, et qui font que c'est pas un point plus élevé pour moi. C'est le fait que on montre bêtement en temps normal la tante Garce et deux passants à un moment donné, et je trouve ça dommage. Ces petits dérapages un peu grossiers, que le film aurait facilement pu corriger en changeant l'angle de caméra. Mais voilà, c'est quelques petits passages rapides. Globalement, ça se tient à ce style et c'est très beau. Et la plupart du temps, c'est vraiment particulier à voir et ça donne un vrai caractère propre à ce film. Numéro 8, une conclusion trop rapide. Ouais, un petit souci par rapport à ça. Ça va trop vite à la fin. Lorsque tout s'arrange, lorsque le clochard accepte sa condition, lorsque on montre rapidement qu'on l'a accepté et que paf, petite ellipse dans le temps pour montrer comment tout s'arrange, tout ça, c'est trop rapide. Je pense qu'il y aurait vraiment eu moyen de développer un petit peu cette transition-là. Cette transition qui est importante pour le personnage du clochard surtout, et c'est un des rares moments qui fait malheureusement expédier au sein du film. Vous auriez pu passer une petite minute au moins à montrer comment cette situation se vit pour nos personnages, comment ils en viennent un petit peu là. Malheureusement c'est pas le cas. Et juste avant, on a mon prochain problème, l'inutilité de l'intervention de Jock et César. Ouais, je suis pas fan de ces deux personnages, ils passent acceptablement. Je déteste pas ou quoi que ce soit, et je trouve que si vous aviez donné une vraie signification à ce passage, ça aurait pu les élever un petit peu en tant que personnages, mais non, genre du tout. Et c'est un problème assez grave, parce qu'on met ça en scène comme quelque chose de grave et plein de suspense, alors qu'en fait ils auraient pu rien foutre, et ça aurait été pareil. Voilà, Lady serait intervenue avec ses maîtres rapidement pour sauver le clochard, parce que oui, le fait qu'il ait rapidement arrêté la carriole, ça a rien arrangé, hein. Ça aurait pu s'arranger sans ça, on est d'accord, hein. Si on réfléchit une seconde, ça aurait pu s'arranger sans ça. Donc ouais, leur intervention n'a servi à rien, et en plus de ça, le plus insultant là-dedans pour moi, c'est que on veut montrer l'impact de cette action de César avec cette espèce de drame où on se pose pour l'observer rapidement en gisant sur la pluie alors que tout le monde se tait, il y a un silence de mort et rien. Il est juste blessé mais ça s'arrange, genre, c'est pas un problème.
Je suis désolé pour les personnes qui trouvent que c'est efficace ce genre de truc, c'est de la manipulation grossière et naze. Et j'en ai rien à foutre de l'excuse, mais ils comptaient le tuer avant, mais ils sont repris après. Mais à ce moment-là, montrez pas ce passage super lourd d'impact pour qu'en fin de compte, ça n'en ait aucun. Si vous voulez changer le fait que César meurt pour dire qu'en fait il meurt pas, ben voilà, il meurt pas. Montrez pas ce moment dramatique fort pour essayer de nous tirer une larme quand en fait ça n'a absolument aucun poids. Bande de connards, je déteste ça, je déteste ce cliché Disney. Depuis que je me suis mis à les critiquer en détail les films, ce cliché est devenu super lourd quoi, vraiment lourd à force de le voir, de le revoir, de le revoir. Et voilà, tout ça pour dire que cette espèce de drame complètement fort qu'on veut mettre en scène autour de Jock et César dans cette scène n'amène à que dalle. Ils auraient pu ne rien faire, rester bêtement dans leur coin, ça aurait été pareil, et les conséquences, en fait, elles ne sont pas là. On essaie de nous montrer une conséquence grave et forte et poignante, qui en fin de compte n'en est pas une. Ce passage est insultant en fait, et c'est d'autant plus frustrant que la mise en scène est forte, je le reconnais. Mais c'est bien beau de faire un truc, une scène avec une réalisation très forte, avec la musique, le suspense, etc. pour que ça conduise à cette espèce de frustration débile que ça n'a servi à que dalle. Ça n'a amené que dalle. C'est un problème grave pour moi. Pas aussi grave que d'autres parce que, ouais, c'est une parenthèse en gros, c'est une parenthèse et je reconnais qu'il y a quand même la force de la mise en scène qui est présente. Mais ouais, c'est quand même... c'est un peu énervant ça. Numéro 6, Lady. Parfois. Ouais, j'aime bien le personnage de Lady la moitié du temps. Lorsqu'on la voit grandir au début, lorsqu'elle montre toute l'attache qu'elle a envers sa famille, qu'il a adoptée, en voulant la protéger des sales trucs qui passent, en prenant vraiment un coup de cœur pour ce petit bébé qui vient de naître et en partageant ce moment de bonheur avec cette famille, elle a des moments très forts où elle montre son attache envers Darling, Jim Sherry, qui cimente bien la personnalité du personnage. Et lorsqu'elle est mise face à un choix, lorsque Clochard lui propose de le suivre, et lorsqu'elle décide de choisir de rester avec Darling et Jim Sherry pour protéger, veiller sur l'enfant, moi j'ai trouvé que c'était super bon. C'est malheureusement compensé en mal par quelques soucis que j'ai en dehors de ça, parce qu'il y a certains moments où elle se montre un peu trop cruchasse et suit bêtement le mouvement, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais n'empêche que la majorité du personnage est bien rendu et reste sympathique à suivre. Numéro 5, les deux belles chansons. Ouais, je vais pas trop compter la chanson du clochard là-dedans parce que ça m'a laissé aucun impact. C'est un autre truc de la fourrière qui m'a laissé aucun impact, ce truc-là. On présente le personnage du clochard pour ce qu'il est. Ça le présente bien en termes de paroles, l'air, ouais. Par contre, il y a deux chansons très belles, très particulières, qu'on voit pas souvent dans les films animés Disney en termes de comédie musicale. C'est vraiment petites chansons d'ambiance qui sont chantées de façon intradiégétique, c'est-à-dire les personnages la chantent pour de vrai cette chanson-là, et c'est assez joli. La première étant la petite berceuse de Darling pour son enfant qui vient de naître, et qui appuie très bien cette petite transition de Lady qui vient à apprécier cet enfant et à l'aimer autant que ses parents. La la lou, la la lou, mon amour te protège. C'est très doux, c'est très touchant. Et la seconde, c'est évidemment Bella Notte. Nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie. C'est littéralement l'une des premières chansons d'amour auxquelles on pense quand on pense à Disney. Et c'est vrai qu'elle est super forte, super jolie, sur un air doux là aussi, et qui appuie l'ambiance du coin. C'est-à-dire les paroles correspondent moyennement à nos personnages, mais punaise, l'ambiance de ce rapprochement est parfaitement illustrée par cette chanson. Et voilà, deux très belles chansons d'ambiance un peu particulières au sein de ce film, et qui font
parfaitement le café. Numéro 4, dispute et séparation grossière. Alors je sais qu'on m'a à quelques reprises rétorqué par rapport à ça que si Lady en veut à Clochard, c'est parce qu'elle a peur d'être considérée, elle croit qu'elle est considérée comme une autre de ses poufs, entre guillemets, une autre de ses petites conquêtes, et ouais, donc c'est un peu compréhensible sur le principe, mais je trouve que dans la mise en scène, c'est fait avec le cul. Déjà le fait que Clochard fasse le con comme ça pour qu'elle se fasse capturer par la fourrière, j'ai trouvé que c'était assez grossier. Le fait que comme par hasard, les chiens de la fourrière qui sont là sont prêts à chanter toute une chanson sur lui pour dire que c'est un tombeur, ce qui n'a pas particulièrement été appuyé avant, mais c'est histoire de dire c'est un tombeur maintenant. Et ce qui amènera donc à cette scène de dispute assez grossière, où elle se dit « Ah, je suis une autre de votre pouf, c'est ça, comment avez-vous pu me laisser tomber comme ça ?» Et je me pose la même question, comment il a pu la laisser tomber comme ça? Pourquoi il a rien fait pour essayer de l'aider, surtout après avoir montré qu'il s'était attaché à elle, de façon assez sincère avant? Cette espèce de dispute, ça casse le moment Bellanoté qu'on avait juste avant. Et c'est dommage. C'est dommage de voir cette dispute et cette séparation amenée avec d'aussi gros sabots, alors qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus fin en matière de deux personnes qui viennent de milieux différents. Mais là, ouais, ça se résume à, oui, Clochard fait le con, ça fout Lady dans la merde, et Lady apprend que c'est un tombeur, donc elle croit « Je suis une autre de ses poufs, apparemment, peut-être ». Alors qu'il a rien dit de particulier pour amener à lui faire croire ça, rien n'a été dit de particulier pour amener à lui faire croire que c'était une autre pouffe quelconque. Lady, mais bon, c'est très embêtant ça. Et le pire là-dedans, je trouve, c'est la façon dont ça se résout avec ce qui va suivre. Et c'est assez particulier, assez ironique parce que c'est le point suivant, numéro 3, le combat contre le rat. Avant de dire ce que je trouve génial là-dedans, je vais faire un petit peu le lien avec le point précédent. C'est dommage, après cette dispute complètement foireuse et forcée que vous avez mise en place, que ça se résolve comme ça avec lui qui est prêt à faire quelque chose de fort pour l'aider à protéger le petit bébé. À ce moment-là, je vois pas l'intérêt d'avoir mis en place cette dispute si c'est pour que ça se règle comme ça. Vous auriez pu ne pas mettre en place cette dispute ou faire quelque chose de moins grandiloquent et vulgaire. Je trouve ça vulgaire personnellement et ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil, la force de l'acte du Clochard aurait été exactement la même. Je pense même que ça aurait eu plus d'impact, parce qu'on aurait moins eu l'impression qu'il fait ça simplement pour se racheter auprès de Lady, alors que, sincèrement, je pense que c'est pas simplement qu'il fait ça pour se racheter, mais parce qu'il s'inquiète d'elle et veut s'inquiéter des mêmes choses qu'elle. C'est-à-dire sauver le bébé, ce qu'elle ne peut pas faire puisqu'elle est enchaînée. Ce qui est intéressant, mais oui, c'est moyennement appuyé par ce qui s'est passé juste avant. C'est dommage. N'empêche que, ouais, cette scène est géniale. En termes de suspense, en termes de mise en place, avec Lady qui essaye de son mieux d'empêcher le rat d'entrer pour protéger l'enfant. Ce rat qui est vraiment persistant et qui a absolument à s'attaquer à cet enfant. Une fois de plus, c'est un petit peu bizarre, mais c'est pas non plus trop dérangeant. Et ouais, elle y va à fond, elle essaye de se démener pour le sauver, pour le protéger. Et c'est là que le clochard arrive, voit qu'elle ne peut rien, et qu'il fonce l'aider à sa place. Et c'est là qu'il comprendra un petit peu l'importance que voulait accorder Lady à cet enfant-là par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à ce que lui est prêt à faire quoi, dans le feu de l'action. La tension est forte, l'action est intense. Ce combat entre le rat et le clochard, punaise, avec le jeu d'ombre, c'est super agrippant. Hein. Une scène d'action ultra forte. Et ouais, j'ai adoré ce passage-là, il est super bon. Après, j'aurais un peu de mal à désigner ce rat comme étant dans la gamme des méchants Disney, personnellement, parce que ses intentions sont un petit peu difficiles à jauger particulièrement, mais quand même, il apporte une scène extrêmement forte qui appuie vraiment le suspense, la tension que ce film peut amener par moments. Numéro 2, les chiens noirs. Oui, je l'ai dit comme ça et je vous emmerde. Je déteste ces personnages. Je les trouve irritants, lourds. Leur chanson est gavante, me hérisse le poil. Je peux pas supporter d'entendre cette merde.
Et ce qui est mis en place, c'est un truc pourri qu'on a déjà fait des tas de fois, que j'ai jamais trouvé intéressant, où on a des connards qui foutent la merde, et juste au moment où quelqu'un arrive, ils jouent les innocents, et la personne en question va croire bêtement que c'est l'autre, la personne innocente qui a foutu la merde. J'ai toujours trouvé ça grossier, et surtout ici où c'est pas génialement amené, je trouve. Tout ça pour trouver une excuse pour que Lady soit mise dehors. Eh ben bravo, vous avez trouvé une excuse. Vous auriez pu limite la faire mettre dehors direct sans ça, histoire de dire que ouais, c'est pas la tante connasse, elle est allergique aux poils de chien ou une connerie comme ça aurait été pareil hein, presque. Hein. C'est tout ce qu'ils apportent ces chats en plus, hein. C'est censé être des antagonistes entre guillemets ces connards là, mais c'est juste des chieurs qui apparaissent le temps d'une scène et c'est tout. Ils sont montrés chieurs de façon pas subtile, ultra grossière, avec une chanson vraiment irritante, à titre personnel, je supporte pas une seule seconde cette scène, quoi. Elle est gavante. Cette scène est gavante. Ces personnages sont gavants autour de cette scène aussi. Je trouve que c'est ultra grossier, tout simplement. Il n'y a rien de fin là-dedans ou de subtil. Et honnêtement, après ce qui s'est passé, les poissons sont morts. Et le bébé va pas avoir son lait puisque les chats vont lui piquer apparemment, semble-t-il. Vu que Lady sera pas là pour les empêcher de faire les connes. Et numéro 1, le clochard. J'adore la personnalité de ce chien qui montre vraiment ce qu'il a vécu et le côté roublard que ça lui a donné et un peu cynique. Au début, je trouve très intéressant dans le sens où pour lui, il n'y a plus rien à vouloir des humains. Les humains vous prennent et vous jettent un peu, mais il dit ça de façon totalement cynique, de façon totalement légère, du genre ouais, j'ai totalement lâché les humains, je n'ai plus rien à foutre d'eux. Il représente que dalle, et cette façon vraiment de vouloir montrer ce qui est bien dans le fait de vivre dans les rues à Lady, et le petit développement, la petite évolution qu'il subira un peu malgré lui, par rapport à ça, je trouvais ça très intéressant. Très intéressant de voir que malgré le fait que c'est lui qui donne le plus d'arguments lorsqu'il discute avec Lady, c'est lui qui se voit le plus influencé par elle par rapport à ses désirs à elle, etc. Et ouais, il y a quelque chose de très sympa autour de lui, vraiment. Il arrive à être drôle, il arrive à être un petit peu touchant, et l'évolution, les décisions qu'il prend à la fin, même si je le redis, c'est un petit peu rapide à quelques moments, c'est un peu dommage, c'est très rattachable. Et c'est la chose la plus touchante, la mieux réussie de ce film. L'évolution de ce personnage, sa mentalité de départ, je trouve que c'est très bien foutu. Très bien foutu. Et une fois de plus, comme je l'ai dit, c'est très bien poursuivi dans la suite. Hein, s'il y a bien une chose que la suite a bien faite, c'est ça. Ça a bien poursuivi la mentalité du clochard. C'est donc pour moi lui qui cimente le plus ce couple et qui arrive vraiment à donner une vraie vie au film, majoritairement. Bien entendu, c'est pas le seul personnage réussi, qu'on soit d'accord. Hein. Lady, à nouveau, je trouve qu'une majorité du temps, elle passe bien et certains personnages secondaires s'en tirent correctement. Mais c'est vraiment lui qui porte le plus le film pour moi. Et rien que pour ça, il mérite d'être à la place numéro 1 parce que c'est vraiment le personnage le plus notable, le plus remarquable dans La Belle et le Clochard, dans toute la saga La Belle et le Clochard même, et c'est pas pour rien qu'il est dans mon top 100. En tout cas, merci d'avoir suivi ce top retour un peu particulier que j'espère ne pas réitérer trop souvent parce que ça va me demander beaucoup plus de boulot qu'un top retour normal, je sens. J'espère que ça aura su vous convenir. À nouveau, cette liste n'est pas exhaustive, je pourrais vous trouver d'autres petits trucs à redire sur le film et d'autres points positifs à dire sur le film. Par exemple, j'ai pas parlé du couple Lady et Clochard, ce serait sans doute mon point numéro 6 ou 7 positif que j'aurais à redire sur ce film. Je trouve qu'il y a des meilleurs couples, mais ils passent quand même bien, vraiment. Voilà, j'ai pas dit tous les trucs positifs et négatifs que je trouvais à redire sur ce film, mais voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue qui me demanderait trop de boulot non plus. Vous m'excuserez, je suis désolé. En tout cas, ça se termine pas là parce que il nous reste à voir quel sera le prochain top retour, et ce coup-ci, c'est moi qui vous le propose en sondage. Et je me suis aperçu de quelque chose. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a plus fait un film Pixar. Ça date d'au moins une dizaine de top retours, un truc comme ça. Et moi j'aime bien quand même parler des films Pixar. C'est pour ça que je vais vous forcer à choisir parmi une liste de 5 Pixar. Et oui, et on va revenir sur pas mal de titres que j'ai déjà cités. Mais bon, c'est les films Pixar que j'ai le plus envie de voir. Hein. C'est vraiment les 5 Pixar
que je trouverais le plus intéressant à traiter en top retour. Et on va commencer dans l'ordre chronologique de ce que j'ai traité par là-haut. Voilà, le pire Pixar pour moi une fois de plus, donc toujours surpris qu'on me l'ait pas demandé en top retour celui-là naturellement. Ensuite Monstre Academy, j'adore ce film, beaucoup de gens trouvent que j'étais un peu trop gentil avec lui, mais oui je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très réussies là-dedans, mais ça n'empêche qu'il y a quand même pas mal de choses à redire là-dedans. Aussi, Ratatouille, troisième ou quatrième fois que je le propose, donc je vais pas m'étendre plus longtemps, voilà, ce serait un peu un challenge de trouver des points négatifs parce que c'est particulier comme film. Ensuite, Rebelle, voilà, ce serait pour revenir en positif là-dessus parce que j'aimerais mettre au clair à certains points par rapport à ce que je pense du film. J'ai le sentiment qu'on a un peu... J'ai pas forcément envoyé des signaux très clairs sur ce que je pensais de certains détails et je trouve quand même qu'il y a beaucoup de trucs qui sont bien faits dans ce film, donc... Oui, et enfin pour terminer, Cars 3, ce sera un film que je trouverais très intéressant à traiter en top retour par rapport à un certain point sur lequel j'ai envie de revenir. Mais à nouveau, ça dépendra un peu de vous. Lequel de ces films vous voulez que je traite en top retour? À vous de décider, à vous de voter dans ce petit sondage. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de voter. Bye!